nouvelle mouture d'Actu TV. Cette fois-ci, nous avons pris un petit peu plus de temps que de coutume, par manque, il faut bien le dire, de collaborateurs. Eh bien, oui, il faut avoir le temps pour aller sillonner les routes de Belgique, de France et de Navarre pour aller à la rencontre d'auteurs, de salons du livre, etc. Donc du coup, cette fois-ci, nous avons décidé de consacrer cette émission aux auteurs Chloé Délices, via d'abord une interview signée Karine Laure-Déguin, qui est allée à la rencontre de Jean d'Estrée, et ensuite d'un certain nombre de livres qui nous ont fait un petit clin d'œil sur le site aloïs.me lors de leur présentation. Donc Karine Laure, Edmé et moi-même allons vous présenter un certain nombre de livres. J'espère que ça vous donnera envie de découvrir les auteurs. Edmé de Havet, vous connaissez, n'est-ce pas? Eh bien, elle nous fait découvrir L'île, elle et nous, un ouvrage de Marguerite Debois. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ce livre-ci, L'île, elle et nous, de Marguerite Debois. C'est sorti chez Chloé Délices en 2020. Alors dès qu'il est sorti, j'avais décidé que je le lirais, et puis voilà, ça a pris 2 ans, mais voilà, je l'ai lu. Et donc je vais vous le présenter en espérant vous donner l'envie de le lire également. Alors le titre, voilà, de nouveau, c'est L'île, elle et nous. L'île, c'est un des 3 sujets principaux. Il s'agit d'une petite île grecque où les gens viennent passer leurs vacances et où il y en a d'autres qui vivent. Elle est, bon, on ne dit pas exactement son nom, rien, c'est une île imaginaire. Enfin, je suppose, je ne sais pas. Il y a une route qui en fait le tour, donc probablement qui part du port et qui revient au port par l'autre côté. Et il y a aussi une route qui la traverse et qui est plus destinée aux gens du coin et qui traverse les bois. Il y a une petite rivière, voilà, mais elle n'est pas très fréquentée par les touristes. Du côté touriste, bien sûr, il y a les plages, les discothèques, les restaurants, les cafés, enfin tout ce qu'on veut pour s'amuser, et le port avec des yachts, et voilà. On peut faire de la plongée, on peut faire de la bronzette, on peut tout faire. Alors elle, c'est un personnage qui est très présent, alors qu'il n'est pas là, parce qu'il s'agit d'Athanasia Katsofé, qui est une adolescente qui, l'année précédente, par rapport au moment où nous lisons le livre, a été emportée par les eaux de la petite rivière qui avait gonflé suite à un gros orage très, très subit, très inattendu, alors qu'elle rentrait chez elle au centre de l'île. Bien sûr, on n'a jamais retrouvé son corps, donc elle est très présente parce qu'il y a ceux qui se souviennent d'elle. Il y a les parents qui sont absolument désespérés, elle était leur fille unique. Il y a les gens du coin qui continuent quand même toujours à espérer qu'un jour on va la retrouver quelque part. Et puis voilà, les touristes aussi qui en entendent de temps en temps parler. Et puis nous, le 3e noyau du roman, c'est l'ensemble des touristes, des gens qui ne sont pas vraiment de là. Alors, dedans, c'est assez bien fait parce qu'on a un groupe de touristes qui ne sont pas ensemble. Hein. Je dis un groupe, mais ils ne sont pas arrivés en autocar. Et ils sont bien différents, ils sont bien différenciés. J'ai trouvé ça intéressant. Ils sont là pour des raisons différentes. Il y en a une qui est déjà venue l'année avant, qui revient. C'est une personne un petit peu renfermée, qui ne parle à personne, qui se tient à l'écart de tout, mais qui observe absolument tout. Hein. Elle, rien ne lui échappe. Alors, il y a des couples, il y a des demi-touristes, c'est-à-dire des touristes qui sont un jour venus et qui se sont épris du lieu, et donc ils ont décidé de rester en faisant des boulots qu'ils trouvaient sur le lieu
pour passer la mauvaise saison évidemment. Et tout ce monde-là, voilà, se rencontre, pas toujours vraiment, mais se voit de loin. Ils sont tous en scène, sans forcément se connaître. Et le roman tournant autour de la disparition d'une jeune fille, qui est suivie en plus d'un incendie chez ses parents, parce que les parents qui habitent au milieu des bois, qui sont désespérés, voilà qu'en plus les pauvres ils disparaissent dans l'incendie de leur maison. Donc on a une inondation, on a un incendie l'année suivante, et sur une petite île ça fait beaucoup de choses, et ça fait beaucoup de questions. Pourquoi, comment ça s'est passé, mais pourquoi les quatre sont faits, Dimitri et Anna, les parents d'Athanasia, pourquoi ça devait en plus leur tomber dessus aussi cet incendie. Il y a beaucoup de questions sur la mort, mais ce n'est pas du tout d'une façon morbide, c'est plutôt d'une façon rencontre. Qu'est-ce qu'il y a derrière la mort? Comment est-ce que les Grecs dans cette île-là vont affronter, par exemple, les funérailles qui sont lourdes, tout le monde, même les touristes, s'y rendent. Ça apporte des réflexions. Et puis, là, je ne vais pas vous dire comment ça se passe, mais bien sûr, à un moment donné, on retrouve Athanasia. Athanasia ressurgit. Alors, de nouveau, ça provoque un grand remous sur l'île, vraiment grand, après déjà tout ce qui s'était passé. Et puis, voilà, on a rencontré tous ces personnages, certains étranges, certains tout à fait prévisibles, mais tout le monde s'est retrouvé autour de la mort, de la disparition d'Athanasia et la mort de ses parents. Et puis, l'île est rendue à son calme. Finalement, avec la mort, on fait une espèce de nettoyage, de paix intérieure, et tout le monde va revenir à son existence, quoi. Et l'île aussi d'ailleurs. Et voilà, j'ai trouvé que c'est un roman intéressant sous plusieurs aspects. L'écriture est très très bien. Chaque personnage est vraiment bien différencié des autres. Donc, ce ne sont pas les touristes, la masse de touristes habituels, où on sent que l'auteur a observé, peut-être comme sa touriste curieuse, peut-être que c'est ce qu'elle fait également, mais le résultat est vraiment très agréable. Donc voilà, une belle couverture, L'île, elle et nous, Chloé Davis, de Marguerite Debois. Voilà, je vous conseille de vous y plonger aussi. Au revoir. Moi, en fait, je me suis laissée tenter par le petit ouvrage de Marie-Alice Claes, Les nuages de Fidji, la petite chatte. Les nuages de Fidji, la petite chatte. Jolie couverture, hein, très poétique, voire apaisante. Ce court conte initiatique. Alors, initiatique, j'insiste sur le mot, car les nuages de Fidji, même s'ils mettent en scène un animal, une chatte, hein, ne convient à mon sens pas aux enfants, ni même aux adolescents, à part ceux qui baignent dans des études littéraires, voire philosophiques. Ce conte est très, on va dire, conceptuel. Il dépeint les soubresauts de la vie, les questionnements qui en résultent, ses peines et ses joies fugitives jusqu'à l'ultime leçon qui résonne un peu comme une révélation. Un nouveau chemin de vie. C'est une belle écriture qui sait être légère et violente, fleurie et amère au gré des aventures de Fidji, de ses découvertes en fait d'un monde dur, parfois méchant. Alors c'est un univers pessimiste, hein. Pourtant, lucide sur la nature humaine, Fidji apprend, subit, réfléchit sa vie et trouve enfin un chemin à méditer. Laissons à présent Karine Laure Deguay en tête-à-tête avec l'auteur
Jean d'Estrée et ses ouvrages Le Tilleul du Parc et Un conte de fées. Bonjour à tous les fidèles d'Actu TV. Nous sommes aujourd'hui chez Jean d'Estrée à Gauzé, dans l'entité de Thoin. Bonjour Jean. Bonjour Christine. Karine. Ouais, Bonjour Karine. C'est vrai que ça fait un moment qu'on se connaît tous les deux. C'est ça, voilà, oui. Depuis plus de 10 oui, ans. il y a bien 15 ans. Oui, plus de 15 ans. Plus de 15 ans qu'on se connaît, ouais. oui. Dans des circonstances parfois difficiles. Parfois difficiles, mais ça, enfin oui. voilà. Et que c'est toi qui m'avais... On avait parlé de littérature un jour. Oui. Et tu m'avais demandé ce que j'écrivais. Oui, et je t'avais parlé de ce premier roman. Le Tilleul du Parc. Oui, voilà, Le Tilleul du Parc. Oui, et ça. puis tu m'as dit pourquoi tu ne fais pas éditer. Je dis j'ai pas d'éditeur. Et c'est toi qui m'as proposé d'aller chez Chloé Delis et je ne regrette pas d'ailleurs. Oui, c'est vrai, je me souviens très bien. Ils avaient même tardé pour envoyer l'accord et j'étais un peu gênée avec ça. Oui. Mais j'avais donné le manuscrit en main propre à ça. Laurent Dumortier, ce qui nous confortait, ça n'était pas perdu dans les méandres de la poste. Enfin voilà, cher Jean, donc tu étais professeur de français. Oui. Tu étais professeur de français et je me demande à quel moment est-ce que tu as commencé à écrire? Est-ce que tu as commencé à écrire en tout début de carrière ou est-ce que tu as écrit après? Non. J'ai commencé à écrire en fin de carrière. Donc, cher Jean, tu vas nous parler un peu de ta conversation avec Monsieur Robs Namurois, et je montre, voilà, le livre. Comment est-ce que tu as eu l'idée de mettre Félicien Robs en scène, on va dire? Oui, mais à la suite d'une conférence à laquelle j'ai participé, enfin, j'ai été écouté, j'ai fait des personnages intéressants dont et puis je me suis dit, tiens, parler de lui, il faut peut-être mieux le mettre en scène. Et j'ai pris un autre personnage qui est un visiteur. Et le visiteur vient là et qui sert un peu de faire valoir à Robs, qui lui raconte un peu sa vie, ses conceptions de son art, de la peinture, de tout son travail, etc. Et puis, des conceptions de ce qu'il a fait de la société et des rencontres qu'il a faites, notamment avec Dalby. Et à partir de là, j'ai écrit cette pièce qui n'a pas été jouée, mais qui se trouve dans la bibliothèque du musée Robs à Londres. Faux éloge de... Ça, c'est un texte que je ne connais vraiment pas. J'ai lu La Conversation et Le Tilleul du Parc, mais Faux éloge de et ton dernier, ça, je ne l'ai pas lu. Donc, Faux éloge de, tu vas nous en dire quelques mots? C'est l'avant-dernier. Oui, Faux éloge de. Tu peux nous en dire quelques mots? J'ai voulu m'amuser un petit peu en mettant en scène des étudiants qui préparent le bachot. Et qui, évidemment, ont des problèmes avec leurs profs, etc. Et il y en a un qui, un peu pour faire le malin... C'est les sous-doués, quoi. Oui. Et le héros de l'histoire interpelle un beau jour son prof d'histoire en lui disant « Mais enfin, pourquoi ne dresse-t-on pas une statue couchée à celui qui a inventé le lit ?» D'accord. Donc un gisant. Voilà. Le prof le prend au mot. Et lui dit, vous allez me préparer un travail là-dessus. Et alors avec ses camarades de classe, ils se réunissent et ils arrivent à faire une découverte. On trouve qui a inventé le lit. Voilà. En plus, il y a des histoires avec la famille, avec le papa, avec la maman, c'est un petit frère, petite sœur, bon, enfin bref. Mais le thème, c'est cela, c'est une recherche. C'est surtout pour m'amuser que j'ai écrit ça. Hein, voilà.
Et puis, on a trouvé que c'était bien, que je l'avais fait lire à quelqu'un. Voilà, un livre que j'ai lu et relu, c'est Le Tilleul du Parc. Oui. En fait, c'est une histoire d'amour, mais pas uniquement une histoire d'amour. Ce qui m'avait surprise, bon voilà, surprise parce que je te connais, mais c'était, comment je vais dire, sur fond de lutte syndicale dans les années 60. Oui. Et ça, c'est quelque chose à laquelle tu tenais. Oui, mais c'est surtout un parcours initiatique de deux personnages. Oui, c'est ça, Fabienne et l'enseignant. Fabienne et Jean-Michel, qui, professeur, rencontre accidentellement cette jeune femme, paumée au départ, ouais. et qui ne sait pas ce qu'elle peut faire, etc. Et le sentiment, c'est qu'il lui ouvre sa porte. Est-ce que tu as l'impression que dans la vraie vie, ça peut arriver? Ce sont des choses qui peuvent arriver et qui arrivent encore tous les jours. Que quelqu'un ouvre sa porte. Ouvrir sa porte à quelqu'un qui est paumé, ou quelqu'un qui a des difficultés, ou encore comme ça arrive encore je veux dire, avec les événements qu'il y a maintenant là-bas en Europe de l'Est, des gens qui ouvrent leurs portes à ceux qui fuient. Pour éviter de la mort, pour éviter les difficultés, pour essayer de sauver leur famille aussi. Ils arrivent dans des pays étrangers et on ouvre la porte. Bien. Je crois que c'est une manière de montrer son humanisme. C'est une des manifestations de l'être humain d'aider. Bon. Si à côté de cela, il y en a qui sont prêts à passer la mitraillette à travers tout le monde, il y en a beaucoup, et c'est la grande majorité qui, au contraire, a ce réflexe d'aide pour sauver des vies. C'est vraiment sauver des gens. Vies, ouais. Alors, cette histoire d'amour sert, si tu veux, un peu de prétexte à toute l'évolution des deux personnages à travers des rencontres. Et nous voilà avec un conte de fées. Ça, c'est ton petit dernier, toujours paru aux éditions Chloé Délices. Toujours. Toujours, voilà. Et c'est l'histoire d'un prince charmant. Oui, qui fait un voyage. Il fait un voyage, il s'ennuie. Oui, allons plus loin. Il le dit lui-même, je m'emmerde. D'accord. Oui. Et alors, comme disait l'une de ses employées, la vieille Noudou, qui lui dit pourquoi vous vous emmerdez tout seul et pas vous emmerder à deux. Alors, pour ne pas s'emmerder à deux, il va essayer de trouver l'autre. Et c'est comme ça qu'il fait un voyage à travers tout son pays pour rencontrer des tas de personnages qui sont des personnages de contes de fées. De Grimm, la petite marchande à Lubin, de Perrault, de Chaboté, qui rencontre aussi Pinocchio, qui rencontre Pinocchio, mais le père de Pinocchio, l'ébéniste qui a créé Pinocchio, et puis notamment une petite peste, hein, dont le tonton est pirate, hein, ce qui fait que on a l'impression de voir le capitaine Haddock dans le personnage de ce pirate. C'est vrai que je n'avais pas pensé à cela. C'est quelqu'un qui a commenté le livre et qui a parlé du capitaine Haddock. Bien. À côté de cela, on trouve pas Cendrillon, il n'y est pas. J'ai oublié Cendrillon. Et au final, est-ce qu'il a rencontré... Alors au final, il va épouser Podane, celle qu'il appelle Podane, P-O-T, Dame,
qui est en réalité l'histoire de peau d'âne du film avec Jean Marais, Catherine Deneuve, etc. Qui est aussi une espèce de conte de fées. Oui. Oui. Et puis il y a Blanche-Neige et les nains, oui, qu'il ne faut pas confondre avec les nains de jardin. Aussi, oui. Et, voilà, tu vois. Et il y a le petit Pousset aussi qui a trouvé le moyen de retrouver son chemin avec ses petits cailloux qu'il met dans sa poche et puis tout est là. Et puis il y a les Schtroumpfs aussi. Il y a les Schtroumpfs. Bon, j'ai essayé de... C'est un livre à mettre entre toutes les mains quand même. Oui, bien sûr. Là maintenant, je vais vous présenter le second tome de Meurtre surnaturel de Joey Valeska. Meurtre surnaturel, tome 1. J'avais beaucoup aimé et j'attendais franchement avec impatience le second tome. Mais lorsque j'ai découvert le sous-titre, franchement, la chute de Julian Kolovos. Non mais Joey, faut que je te le dise, ça m'a déçu. Enfin déçu, on va dire agacé. Alors pourquoi? Quel lecteur censé souhaiterait la disparition d'un personnage aussi charismatique que Julian? Bon, d'accord, au départ, il a tout du mégalo imbu de sa personne, vraiment très antipathique. Mais comme tout le monde, le destin qui s'est acharné sur lui à la fin du premier tome l'a transformé et on le retrouve plus humain que jamais. Enfin, humain, je m'entends. Ce second tome est absolument passionnant. Il est mené tambour battant par un Joey Valeska qui joue en fait sur le tragique de situation et des instants plus légers, ce qui participe en fait à la rapidité de lecture, à l'humanité des personnages et au suspense. Parce que du suspense, franchement, je vous le garantis, il y en a. Dans cet opus, si les héros évoluent, l'un d'entre eux laisse un petit goût amer et fait présager un troisième tome plus étrange, encore plus déroutant. Alors lequel? Bon, forcément je ne le dis pas, sinon j'en vois pas l'intérêt. Il faudra lire. L'auteur nous propose donc avec ce nouveau roman une vraie montée en puissance avec une écriture plus précise que jamais, mise au service d'un univers certes bien ancré dans ce qu'on appelle la bitlit, mais qui parvient à s'en émanciper. Et ça, c'est très intéressant, grâce à une vraie originalité. Faut-il vous préciser, en fait, que j'ai poussé l'auteur à nous livrer au plus tôt son troisième tome. Je sens qu'il y a derrière, en fait, tous les actes que l'on découvre à la fin du deuxième tome, des choses étranges. Mais quoi? En fait, j'ai envie de savoir. Alors, Joey, tu en es où de ton écriture? Allez, j'ai hâte, vas-y. Alors, pour tout vous dire, ce roman, c'est un vrai coup de cœur et je dis un grand bravo à l'auteur. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant 2 semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment. À Paris, au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris,
Le soleil qui est son vieux copain et aussi de la fête. Et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant le chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent. Des taxis au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis ce matin. Au café, y a la scène à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux. Mais la ceux qui ont fait leur nid près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils se jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravelle sur la Seine. Les ennuis, y'en a pas qu'à Paris, y'en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, y a pas partout Paris. Voilà l'ennui. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon. Dans les rues, depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs et à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt, nuit et jour, font des tours et des tours à Patrick Decamps, ce nom vous dit certainement quelque chose. Vous avez peut-être entendu parler d'un de ses ouvrages, Le bruit du silence, 200 hasards, Brasero et Demain jusqu'ici. Eh bien, l'auteur vient de publier un nouvel ouvrage qui s'appelle Aube et crépuscule et je m'en vais vous en parler un petit peu. Patrick Decamps, c'est avant tout une ambiance qui vous colle à la peau bien après avoir refermé le livre. C'est une sorte de clair-obscur comme ligne directrice de son écriture. Cette fois, l'auteur nous propose un recueil de 8 textes sombres, pessimistes, mais ô combien marquants parce qu'ils sont le reflet d'un quotidien qui peut être le mien, le vôtre, avec des préoccupations tellement terre à terre. L'argent et l'endettement, la maladie, l'impuissance face aux soubresauts de la vie ou de la mort. Si les personnages sont normaux, ils ont un côté anormal face à la situation qu'ils affrontent. Ils ne sont ni attachants, ni atypiques. Ils pourraient être votre voisin, votre copain. Ces textes sont courts, je vous l'ai dit, ils sont punchy, ils vont droit au but.
Ils sont efficaces, d'une efficacité servie par une écriture réaliste, voire ultra réaliste, et qui ne laisse jamais, mais alors jamais indifférent le lecteur. Donc, à mon sens, un opuscule à découvrir absolument. Karine Laure Desgats nous propose maintenant une chronique du dernier ouvrage d'Émilie Decamps, Il n'y aura pas de fumée blanche. Alors, Karine Laure, qu'est-ce que tu en as pensé? Bonjour à tous les amis d'Actu TV. Donc j'ai repris les lectures, il fallait quand même bien s'y remettre un jour ou l'autre, voici. Donc j'ai lu le livre d'Émilie Decamps, Il n'y aura pas de fumée blanche. Il n'y aura pas de fumée blanche. Voilà, le ton est donné. C'est un recueil de 30 textes de poésie. Alors vous voyez la couverture en noir et blanc. L'auteur est assise devant une maison. Et là, toujours la même image et l'auteur est absente. Et donc ça m'a un peu interpellée. Et que se passe-t-il? Bien, pour le savoir, évidemment, il faut lire le recueil. J'ai envie de dire, c'est la chrysalide qui est devenue papillon. L'auteur n'y est plus, l'auteur s'est envolé. Il n'y aura pas de fumée blanche, c'est un recueil de poésie de 30 textes. Et entre le premier qui s'appelle Que reste-t-il et le dernier qui s'appelle Catharsis, il s'est passé beaucoup de choses. Comme l'a dit Émilie Decamps dans une de ses interviews, c'est un recueil qui se veut thérapeutique en fait. L'écriture a été thérapeutique parce que l'auteur livre pas mal d'elle-même en fait dans ces textes. C'est une écriture qui fait mouche, qui pense aussi nos plaies. L'auteur s'est guéri en écrivant, mais elle peut nous guérir aussi. Parce que tout au cours de ces 30 textes, j'ai éprouvé pas mal d'empathie en fait envers cet auteur. Et nous avons tous vécu dans notre vie des choses pas trop marrantes. On a peut-être essayé de les écrire, mais sans trop y arriver. Et là, Émilie Decamps, sans tomber dans le pathos, ça je vous rassure, sans tomber dans le pathos, Émilie, avec ses 30 textes, fait mouche et nous touche. Ça, c'est certain. Donc voilà tout ce que je voulais dire. 30 textes à lire, à relire, à méditer. Peut-être un extrait comme ça au hasard. Hop, hop, page 19 peut-être, non, 17. Voilà, page 15. Mes yeux se baissent, les images défilent, ma raison se défile, les mots se taisent. Dans le silence, le renouveau s'éteint, de douces variations en impossible lendemain. Dans mon mutisme, l'espoir est vain, et l'inertie, mon seul chemin. Il reste le mirage d'une étincelle, d'un éclair de lucidité, d'un vent providentiel, mais ne souffle que les illusions, et ne souffrent que les déceptions. Il n'y aura pas de fumée blanche. Voilà, il n'y aura pas de fumée blanche aux éditions Chloé Délice. 30 textes de poésie d'Émilie Decamps. C'est son 10e livre. Je vous invite à le lire. Vous vous souvenez, les chroniques de Balthus, un triptyque dont le premier tome, Guaramon, est paru il y a un an. Nous vous en avions fait une chronique, souvenez-vous. D'ailleurs, vous allez en voir pour rappel le teaser. Ensuite, je vous propose bien, de vous en parler un tout petit peu pour vous donner envie.
Donc cet ouvrage s'appelle Écam. Les chroniques de Balthus. Alors après Guaramon, le premier tome de la trilogie, donc de ces chroniques, voici enfin arrivé le second tome, très attendu, en tout cas par moi. Que voulez-vous? En fait, je voulais savoir ce qu'il allait arriver au personnage. Laurent Dumortier nous propose un univers d'heroic fantasy original, traversé par des personnages attachants, malins et ou braves, qui se surpassent pour surmonter des épreuves quasi rituelles et boucler une quête. Laquelle? Eh bien, vous connaissez la chanson, faudra lire. Néanmoins, sachez qu'il s'agit d'un combat entre le bien et le mal, les ténèbres et la lumière. D'une lecture rapide et très facile pour tout public à mon sens, ce court opuscule de 80 pages à peine mérite franchement le détour. Alors comme toujours, je trouve que l'auteur aurait pu donner une autre dimension à son univers en étoffant en fait son texte. 80 pages, c'est si vite lu, Laurent. Beaucoup trop vite à mon sens. Alors juste une précision, mieux vaut avoir lu le premier tome avant de lire le second, tout simplement parce que l'auteur a négligé de reparler de ces personnages, donc il faut se les remettre en tête. Alors bon, Laurent, encore un an pour attendre le prochain et dernier volet du triptyque, ou alors tu as décidé de raccourcir le délai, parce que enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de savoir comment tout ça va se terminer. Edmé a choisi de découvrir un autre roman, Elma, de Sophie Wilmer. Bonjour, cette fois-ci je vous présente un livre de Sophie Wilmer. Je ne sais pas trop comment ça se prononce parce que étant belge j'aurais envie de dire Volema, mais ça doit être Wilmer. Elle est nantaise, elle se reconnaîtra de toute façon. C'est paru chez Chloé Delis dans la série Collection et ça s'appelle Alma. Alors, Alma, ça ressemble à un prénom un peu exotique dont on ne sait pas trop de quel coin du monde ça vient. Et en fait, on découvre que c'est simplement l'accent amoureux d'un mari américain qui prononce le prénom de sa femme Emma. Emma est une Française qui a quitté Nantes 5 ans auparavant. Pour probablement débuter sa vraie vie aux États-Unis. Donc elle a une nouvelle vie, elle a un nouveau prénom finalement, elle a un travail, elle a un mari, elle a des projets. Et elle a un peu abandonné des choses douloureuses en France. Mais voilà que son papa a un problème de santé assez important. Donc, que faire? En bonne fille de maison, elle rentre. Et là, pour la première fois, elle est vraiment replongée dans son ambiance familiale. Donc, elle avait laissé derrière elle des parents, bien sûr, une sœur, un frère,
la ville de Nantes et la vigne qui est à son père et dont elle partage beaucoup de passion. Elle aime beaucoup la vigne également, elle s'y connaît bien. Et il y avait une complicité entre elle et son père autour de la vigne. Donc la voilà replongée dans l'univers familial et autour d'un drame, de quelque chose de très douloureux qui les a tous frappés 5 ans auparavant, avant qu'elle ne s'en aille. Et aucun d'eux ne comprend pourquoi cette chose-là est arrivée. Donc elle se retrouve plongée là dans cette ancienne atmosphère qui est nouvelle pour elle cette fois-ci. Finalement, au fil des jours, au fil des retrouvailles, elle se sépare un petit peu, elle se détache un peu de sa vie américaine qui tout d'un coup lui semble moins réelle. Elle redevient Emma. Et Emma, voilà, c'est un peu bizarre, même son mari, Ryan, qu'elle aime beaucoup, qui est vraiment un très bon mari, on dirait. Il est très gentil, il est très patient, il est cajoleur, il est amoureux de sa femme. Donc, mais voilà, là, c'est pas qu'elle renie tout ça, mais voilà, tout d'un coup, il y a un décalage. Il y a des personnages, chacun des personnages vit le drame qui s'est passé à sa façon. En parlant, n'en parlons pas. Donc elle retrouve les parents attachants et aussi avec la tyrannie des parents. Elle retrouve sa sœur qui elle aussi essaie de remettre de l'ordre dans sa vie, qui a été également très bousculée. Elle se retrouve très amoureuse de la vigne, mais en sachant que voilà, sa vie est aux États-Unis, donc elle craint un peu que son père ne lui demande de rester pour s'occuper de la vigne pendant qu'il est malade. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors le livre, moi j'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit, je l'ai lu vraiment sans aucun effort, et j'ai surtout apprécié que l'auteur lui a donné une certaine réalité en insérant ici et là, pas d'une façon méthodique ou systématique, mais ici et là, il y a des petits détails qui rendent la chose vraie. Par exemple, l'odeur de la compote pourrie dans la vigne, ou bien des souvenirs d'enfance, les doigts crasseux qui grattent dans la terre, ou bien elle voit un enfant, un petit bébé, dont elle imagine le pouce tout mouillé parce qu'il l'a sucé. Il y a des choses qui en fait arrivent dans la vie, des images qui viennent se superposer à ce qu'on est en train de vivre et qui donnent une autre profondeur. Donc moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, qui donne vraiment du naturel à l'histoire. Et il se passe qu'un autre événement tout à fait imprévu et bouleversant se présente et fait que tout explose, se met en place. Mais quand je dis explose, ce n'est pas comme une bombe, c'est plutôt comme, puisqu'on est dans les vignes, on va dire le champagne qui sort du goulot quand on a ouvert le bouchon. Donc ça coule, et ça ne s'arrête pas, il y a une avalanche, enfin une cascade d'émotions qui viennent. On se rend compte que chacun des personnages a souffert et a aimé, mais à sa façon, qui n'était pas vu par les autres parce qu'ils ne reconnaissaient pas les signes de cette même souffrance chez les autres. Donc voilà, il y a une réunion, une réunion très, très tendre et très touchante qui se présente à la suite de voilà, ce nouveau rebondissement. Et je vous rassure tout de suite, Ryan ne se retrouve pas à la porte, au contraire. D'ailleurs, Emma retournera avec lui, prête à être Emma, et comprenant que finalement, elle n'est pas l'une ou l'autre, que les deux sont la même personne et que retourner aux États-Unis n'est plus fuir sa vie, mais c'est la suivre.
Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de le lire. Moi, je l'ai lu vraiment avec bonheur, même très vite parce que je ne m'y attendais pas. Et voilà, Aïma de Sophie Vuillemin, nantaise, mais qui doit s'y connaître en vigne, j'ai l'impression. Voilà, félicitations Sophie et bonne lecture à qui suit mon conseil. À 18 ans, j'ai quitté ma province, j'ai décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis, j'ai du ressort. Mon corps s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûre au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte, pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats, les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement au soir de première 1000 télégrammes de ce tout Paris qui nous fait si peur, et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir de l'ombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute, mais celle du public qui n'a rien compris. Chance dont trop réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'ai d'être pur ou trop en avance, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Enfin, pour clore cette émission, j'aimerais vous faire découvrir un roman signé Chloé Derasse, Place au hasard. Place au hasard, eh bien, c'est un roman de 322 pages. Alors une couverture, comme vous voyez, qui dit tout et pas grand-chose à la fois. J'étais vraiment curieuse de découvrir une fois de plus l'univers proposé par Chloé Derasse, sa façon de penser l'écriture qui est un petit peu atypique à mon sens. Alors curieuse bien sûr et un peu effrayée quand même par les 322 pages, il faut bien l'avouer. Alors dessus, jugez plutôt. L'auteur nous propose une courte tranche de vie que beaucoup d'entre vous, enfin on va dire d'entre nous, vivons chaque jour. Allez, il est tôt, c'est l'heure de partir au boulot. Vous connaissez ce rituel métro, boulot, dodo. Eh bien là, nous nous arrêterons, si vous voulez bien, au métro, qui pour le coup, eh bien c'est le train du banlieusard. 5h34, pardon, tout commence. Enfin, pas tout à fait, parce que cette fois, quelque chose va dérailler. L'ordinaire va devenir l'espace de quelques heures extraordinaires, va devenir le surprenant, un moment d'aventure dans un quotidien bien huilé. Un homme saute les grilles de la gare. Il est blessé à la jambe, mais alors qui y est-il? Que lui est-il arrivé? Premier train, première vague des anonymes. J'ai dit anonyme? Non, pas vraiment en fait. Parce que on va au fur et à mesure faire leur connaissance, les découvrir avec leurs petits travers, leurs ambitions, leur courage, leur timidité, leur égoïsme. Ils vont être nommés. Chloé Derasse nous jette dans le siège du spectateur curieux. D'ailleurs, ne vous est-il jamais arrivé dans le train du quotidien de regarder autour de vous et de passer en revue, vous savez, chaque visage en vous demandant qui la personne est, quel est son destin, quelle est sa vie, son histoire. Non? Si, enfin moi ça m'arrive tout le temps. Alors je sais bien, car même que, bon, oui, vous n'avez pas pu vous en empêcher. Mais cette fois, il y a plus que des conjectures. Les héros de ce trajet sont bien plus, en fait, que des affabulations. Alors, où en étais-je? Ah oui, le fameux blessé à la jambe, qui monte dans le train. Alors, on comprend qu'il n'est pas tout blanc, il a fait un petit truc, peut-être un loufia. Une fille le retrouve un petit peu inconscient, mais enfin bon, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous invite à voyager aux côtés de Juliette, Kevin, Yvonne et Fifi, à partager une courte tranche de leur vie, commencée dans le train-train quotidien et gris, dans la douleur pour Kevin, le fameux blessé, et qui, au fil des pages, trouvera l'élan inespéré ou étonnant de se surpasser. Très dialogué, le lecteur écoute un peu tous les protagonistes et lit à toute allure, tandis que le temps, lui, s'écoule beaucoup trop lentement pour les personnages. Jeu étonnant de rire. Alors, qu'en ai-je pensé de Place au hasard? Eh bien, ce roman n'a rien d'un énième récit de train, de vie. Il est d'une originalité qui a su vraiment me séduire. Franchement, Chloé Derasse, bravo! Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que nous avons réussi à vous donner un tout petit peu envie de découvrir l'univers des auteurs que nous vous avons présentés et on va dire tous ces personnages hétéroclites. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.